Merci, messieurs, d'être avec nous cet après-midi. Je vais vous demander de vous présenter à tour de rôle. Monsieur Sébastien Morocro. Je suis Sébastien Morocro, directeur général de Petro-Ivoire. Très rapidement, Petro-Ivoire est une société de distribution de produits pétroliers créée en 1994. Donc, c'est la première entreprise privée de distribution de produits pétroliers à travers un réseau de stations-service, 33 stations-service et la distribution de gaz butane à destination des ménages par emballage de 6 et 12 kilos. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires est d'environ 100 millions d'euros. Et nous avons à peu près 12% de part de marché sur ce segment. Et derrière les multinationales que sont Total, Adax et l'ex-Shell qui est maintenant Vivo Énergie. Donc Merci. Voilà rapidement présenté Petro-Ivoire et moi-même. Merci beaucoup, monsieur Morocro. Daouda Koulibaly, donc Trenis, que vous avez fondé, que vous dirigez aujourd'hui, qui est une entreprise concentrée sur la formation, destinée à la formation des cadres de haut niveau africains. Tout à fait, merci M. Kouat. Donc, je dirige Trenis, qui est un centre international de formation. Oui, donc Trenis est un centre international de formation professionnelle continue qui cible essentiellement les cadres moyens et supérieurs africains. Nous intervenons uniquement en Afrique noire francophone, à la fois l'Afrique centrale comme l'Afrique de l'Ouest. La particularité que nous avons, c'est de se concentrer, on va dire, sur des formations de courte durée, qui d'une semaine à, on va dire, 3 semaines maximum, sur des thématiques très très bien précises qui répondent un peu aux besoins des entreprises qui interviennent en Afrique. Alors pourquoi Trenis? Parce que tout simplement on a constaté, Trenis est parti d'un constat et qui est celui d'une certaine pénurie de ressources humaines de qualité en Afrique, en tout cas une difficulté parfois à trouver des ressources de qualité. Et donc on s'est dit, alors pourquoi continuer peut-être à investir dans des ressources qui coûtent très cher et qui sont très rares? Pourquoi ne pas peut-être proposer une alternative aux gens qui sont formés sur place, qui ont peut-être peu de qualifications, mais qui peuvent être ramenés au niveau des exigences des entreprises par le biais de la formation. Donc en gros, tout à l'heure, le panel qui nous a précédé a parlé de risques liés aux ressources humaines. Je pense que la mission de Trenis est justement de contribuer un peu à niveler le niveau de ces ressources-là par rapport aux exigences des entreprises. Et auparavant, les cadres de haut niveau devaient se déplacer en Europe, par exemple, pour suivre de telles formations. Il y avait vraiment un besoin? Exactement, et ça continue toujours. Aujourd'hui, d'ailleurs, Trenis s'investit un peu dans ce cadre puisque nous faisons des formations ici à Paris. D'ailleurs, ma présence en France aujourd'hui s'explique par cela. On a une formation qui a lieu en ce moment sur les finances publiques. On intervient également dans un certain nombre de capitales africaines, dont Bamako, qui est effectivement le siège de Trenis. Mais nous intervenons également à Dakar, à Abidjan, à Brazzaville, et puis depuis peu à Casa. Donc la donne européenne, je dirais, reste toujours démise, mais pour une certaine catégorie de stagiaires. Donc les formations qu'on fait ici à Paris sont surtout destinées aux décideurs et aux très hauts cadres. Merci beaucoup, et nous allons voir comment les fonds d'investissement vous ont aidé à développer votre activité dans un instant. Merci beaucoup. Monsieur Éric Tauziac. Merci. Vous êtes directeur général adjoint de Finagestion. Exact. Donc Finagestion, c'est un groupe spécialisé dans les services publics en Afrique, dans le domaine de l'eau et de l'électricité. On est présent à la fois en Côte d'Ivoire et au Sénégal. En Côte d'Ivoire, on a 3 entités, la compagnie ivoirienne d'électricité, qui est l'EDF local, la SODECI, qui est la compagnie générale des eaux locales, qui produit et distribue l'eau, et aussi Cyprel, qui est une structure tout à fait intéressante, qui a un BOT d'énergie qui produit de l'énergie pour le compte du secteur électrique. Et on a aussi la Sénégalaise des eaux au Sénégal qui, elle, produit et distribue toute l'eau au niveau du Sénégal. Alors nos entités sont assez anciennes puisqu'on a fêté il y a 2 ans les 50 ans de SODECI, donc ce sont des structures importantes et existantes. On fait grosso modo 370 millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 7000 personnes.
On a une croissance assez intéressante chaque année. On va dépasser, je pense, les 18% cette année. Donc on a une belle évolution sur nos contrats existants et on a une volonté de se développer par la suite, d'où la raison de la venue d'un fonds qui nous a aidés à nous développer, mais je pense qu'on parlera de ce sujet-là un petit peu après. Absolument, dans un instant. En tout cas, vous avez une visibilité sur le long terme pour tirer les enseignements, les leçons de cette expérience, de ces relations avec les fonds d'investissement, les atouts et parfois les petites déconvenues. Mais surtout des atouts. Mossadegh Bali, vous êtes directeur général du groupe Azalea Hotel Tourisme. C'est un grand groupe hôtelier maintenant en Afrique. Vous avez fait du chemin depuis le lancement. Oui, on a fait beaucoup de chemin, mais il n'est pas encore un grand groupe, comme vous l'avez dit. Nous, on a commencé aussi en 1994 avec le rachat du Grand Hôtel de Bamako, qui était une structure hôtelière publique que nous avons rachetée. Et puis depuis, on a continué nos petits bonhommes de chemin. Aujourd'hui, nous avons 8 hôtels répartis sur 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée-Bissau. Et nous venons de démarrer notre chantier à Abidjan. Et l'ambition, c'est de rayonner dans les 8 pays de l'UEMOA et ensuite s'attaquer à d'autres pays de la CEDEAO, tels que la Guinée-Conakry et la Mauritanie, 2 pays dans lesquels nous sommes en train de prospecter. Voilà. Vous êtes modeste quand même parce que vous nous dites que vous n'êtes pas un grand groupe, mais vous êtes le premier en Afrique de l'Ouest. Nous sommes le premier groupe hôtelier africain en Afrique de l'Ouest, tout à fait. Très bien. On va poursuivre avec vous. Comment sont intervenus les fonds d'investissement et à quel type de fonds vous avez fait appel pour développer vos activités? On va faire le tour de nos participants, de nos invités, pour essayer de cibler et de faire une typologie des différents fonds et de savoir s'ils étaient véritablement bien adaptés à votre secteur d'activité. Et si oui, pourquoi? Alors nous, on a travaillé avec Coris, qui est rentré dans notre capitale en 2008 à la faveur de la construction de notre deuxième unité, l'hôtel Salam à Bamako. Et ils sont sortis 5-6 ans après. Je pense qu'ils sont bien sortis, mais M. Eclos vous dira s'ils sont bien sortis ou pas. Et je garde que, pour moi, ça a été extrêmement positif. Mais je pense que Coris aussi a une particularité que peut-être n'ont pas les autres fonds. Mais laquelle? Je pense qu'ils sont plus près des investisseurs, ils connaissent mieux la réalité africaine. Mais là, nous sommes encore en train de discuter avec Coris pour un autre partenariat. Je me rends compte que Coris aussi a changé avec... Maintenant, il y a tellement d'exigences, tellement de due diligence, tellement... Enfin, les avocats ont pris la main, quoi. Donc... voilà, mais Coris, nous, on a une expérience très positive. Et d'ailleurs, quand ils sont sortis, on leur a demandé de rester dans le board et ils sont encore sur notre board. Donc pour nous, c'est une expérience extrêmement positive. Quel type de relation vous avez avec eux? Quel est l'arrangement que vous avez trouvé, l'arrangement financier? Ils sont entrés à quel titre? Ils sont rentrés au niveau du capital en 2008. À quelle hauteur? C'était pas très très important, mais je dirais que je pense 10%, entre 7 et 8%, j'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que c'est 8%. Ils sont rentrés au capital de la SMPH en ce moment-là. On n'avait pas encore créé le groupe Azalea Hotels. Et ils sont sortis 6 ans après. Donc ils nous ont beaucoup apporté en termes de gouvernance, en termes de visibilité, en termes de crédibilité aussi. Est-ce qu'ils sont montés? On va voir ensuite concrètement ce que ça vous a apporté. Est-ce qu'ils sont montés en puissance ensuite dans le groupe? Non, ils ne sont pas montés. Ils sont sortis. Et maintenant... Au bout de combien d'années, pardon? 6 ans. 6 ans, donc. Voilà. Ils sont sortis au bout de 6 ans. Ils sont restés sur le board. Ils sont encore sur le board. Et maintenant, là, on discute pour le retour. Très bien. Pour des montants, cette fois-ci, beaucoup plus importants. Voilà. Monsieur Tauziac, à quel type de fonds avez-vous fait appel? On a fait appel au fonds ECP qui lui, a au niveau des investisseurs des DFI comme la SFI, la Proparco. Alors c'est un fonds américain, sauf erreur, non? Alors c'est un fonds à l'origine américain, mais qui est spécialisé sur le continent africain. C'est ça. Et on est très content d'avoir eu ECP à nos côtés. Ils sont rentrés dans une première phase en 2008.
au mois de juillet 2008. Pourquoi? Parce qu'on a des contrats publics. Il fallait l'accord des autorités pour le changement d'actionnaire. Ils sont entrés à hauteur de 60%, donc ça faisait un changement de contrôle. Donc ils ont fait une première phase à 20% en 2008 et une deuxième phase en octobre 2009 où ils ont pris 60% du capital. Ils nous ont aidés sur pas mal de sujets, notamment ils nous ont permis d'avoir un actionnariat salarié important. On a à peu près 10% du capital qui est détenu par des FCP au niveau de nos salariés. Et ce qui est original en Afrique, sur le continent, en Afrique de l'Ouest, la participation des salariés, je pense que c'est assez innovant, oui. Et qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte une convergence d'intérêts au niveau des salariés et une meilleure compréhension au niveau de l'entreprise. Un engagement des salariés. Ils sont tout à fait intéressés au bon fonctionnement de l'entreprise. Ils sont très contents d'avoir monté leur fonds. On a eu de beaux dividendes, donc ils ont été très, très, très heureux à ce niveau-là. Et par ailleurs, on a aussi, au niveau du capital, 10% d'investisseurs africains purs, ce qui est bien. Ils nous permettent de nous éclairer sur un certain nombre de sujets. Et on a 20% de l'actionnaire historique Bouygues, parce qu'à l'origine, c'était les sociétés qui étaient détenues par le groupe SOR, qui appartenait au groupe Bouygues à l'origine. Et on a une volonté depuis 2009, parce qu'en fait le management a été changé en 2009. Marc Elberola, qui est directeur général, et moi-même sommes arrivés aux manettes en 2009, de faire évoluer le groupe vers un autre modèle. Et le fonds SCP nous aide beaucoup dans cette démarche-là. Et on se cache aussi un petit peu derrière nos investisseurs, notamment sur tout ce qui est environnemental et ainsi de suite. Donc on dit que c'est la faute de la SFI s'il faut qu'on fasse un certain nombre de choses. Mais nos équipes le comprennent très, très bien. Ils sont tout à fait intéressés par cette démarche. Et RSE, vous pensez à la responsabilité sociale et environnementale? Tout à fait. On y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est un point important. Et deuxièmement aussi, ECB nous a apporté une proximité au niveau des institutions internationales. Actuellement, on a développé un certain nombre de contrats par rapport à l'existant et on est en train de monter des financements avec la SFI, Proparco, et le fait d'avoir à la fois des actionnaires et des investisseurs, il y a une bonne compréhension au niveau des mécanismes, une meilleure connaissance au niveau des entités, donc ce qui nous fait gagner beaucoup de temps dans notre démarche. Et on a aussi un avantage au niveau de CP, avec une très bonne culture et une très bonne compétence d'un point de vue financier et d'un point de vue juridique. Et donc, il nous apporte pas mal d'aide à ce niveau-là. Donc, on a à la fois l'aspect humain, l'aspect ressources humaines, à la fois l'aspect investissement, l'aspect développement. Ils nous ont permis de développer sur la partie. On va voir concrètement ce que ça vous a permis de faire. Et après, derrière, ça fait pas mal de choses. Voilà. En tout cas, ça prouve bien que des grands fonds américains s'intéressent aussi à l'Afrique et investissent fortement, même si l'actionnariat est diversifié. Exactement. Merci beaucoup. Monsieur Koulibaly, vous travaillez, vous, avec IEP, qui est notre partenaire, évidemment, qui co-organise cette conférence aujourd'hui. Racontez-nous. Tout à fait. Alors, je dirais que l'aventure avec IEP a été un peu particulière, dans le sens où, pour un premier contact, nous ne sommes pas allés vers eux pour qu'ils viennent investir dans Tronis. Ils sont venus vers vous? On est plutôt allé vers eux, en fait, pour qu'ils interviennent chez nous comme experts formateurs. Pour la petite histoire, à l'époque, le président d'IEP était le fondateur d'IEP, Patrice Opno, qui est maintenant à la retraite, et que j'avais découvert comme par hasard lors des journées européennes de développement qui se sont tenues à Strasbourg, je crois, en 2008 ou 2009. Donc je l'ai approché parce que j'ai vu qu'il avait une entreprise qui intervenait dans le financement d'entreprises en Afrique, et je me suis dit qu'il pouvait être exactement le type de profil que nous recherchons. C'était un pionnier dans ce secteur déjà. Oui, il était un pionnier, mais surtout pour nous, il répondait exactement au type de profil que nous recherchions comme animateur. C'est-à-dire à la fois quelqu'un qui a la main dans la pâte, qui est un professionnel, qui a beaucoup d'expérience, qui a un parcours, je dirais, exceptionnel. Ça, c'est vraiment le type, je dirais, le type d'animateur que recherche Tronis. Donc, c'est dans ce cadre-là que je les ai approchés pour que M. Opno soit un jour animateur chez Tronis. Mais ils m'ont très gentiment expliqué que M. Opno n'avait pas le temps de faire de l'animation et on m'a mis en contact avec un directeur d'investissement avec lequel on a gardé beaucoup de relations et qui m'a toujours dit, écoute Daouda, le jour où tu as besoin de nous, n'hésite pas, nous on regardera de très près ton dossier. On a fait un an. Une expertise au début, c'est ça, ils vous ont vraiment conseillé et ensuite dirigé vers d'autres partenaires, ça a été
En fait, au début, service si de vous voulez, conseil nous, on aussi. ne voyait pas l'aspect expertise. On voyait, au niveau des fonds d'investissement, on ne voyait que des apporteurs d'argent. Hein, on ne pensait pas qu'il y avait d'autres, qui pouvaient jouer d'autres rôles au-delà du simple fait d'apporter de l'argent. Et à l'époque, on ne pensait pas avoir besoin réellement d'argent. En fait, si vous voulez, à l'époque, l'entreprise s'appelait Nef Informatique. On avait assez bien démarré et on arrivait à tourner tout seul. Et donc, on ne voyait pas vraiment le besoin de recourir à un financement, à une demande de financement. On est resté 1 an et demi en contact. Et finalement, on s'est dit, bon, effectivement, pourquoi ne pas donner un peu plus de tonus à ce que nous faisons. Et dans ce cadre-là, on leur a fait effectivement appel et ils nous ont fait l'honneur de répondre favorablement. Et aujourd'hui, quels sont les liens qui vous unissent? Alors aujourd'hui, ils sont actionnaires chez Tronis à hauteur de 35%. Ils ont investi l'argent donc à la fois dans le capital social, mais aussi en tant que dans un compte courant d'associé et dans un prêt également. Donc, je pense que ça va faire l'objet d'une autre question, c'est-à-dire de savoir à quoi cet argent a servi. Mais en tout cas, cette relation nous a été beaucoup plus bénéfique qu'on ne l'imaginait au début. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir autour de cette table 2 de mes clients. Le groupe Azalai, d'abord, était un fournisseur et un client, parce que la première formation que nous avons organisée, on l'a organisée dans un hôtel de M. Bali, l'hôtel Salam. Et il y a juste 2 mois, on a fait une formation pour eux. Donc IEP, c'est aussi un porteur d'affaires, c'est un réseau. Tout à fait. Exactement. Mais je crois que en fait, ce réseau, par contre, avec M. Bali, ne s'est pas fait à travers les fonds d'investissement, mais on a eu beaucoup d'autres relations, effectivement, à travers les fonds d'investissement. Et tout à l'heure, à entendre mon voisin de gauche, la SODECI et la SDE, effectivement, sont des sociétés partenaires avec lesquelles on a déjà exécuté beaucoup de missions de formation. Merci. Monsieur Morocco, vous êtes à une autre échelle, vous, hein, puisque c'est le pétrole, la distribution, les stations-service, le gaz aujourd'hui. De quels fonds avez-vous bénéficié et comment avez-vous articulé vos relations avec ces fonds? Sur quelle base, en tout cas? Alors, nous avons démarré notre aventure avec les fonds d'investissement en 2006, avec Coris Croissance, qui a été accompagné d'un autre fonds Afrique Invest, qui était le partenaire. Nous avons contacté Coris au moment où nous voulions développer justement notre activité gaz. Et on pourra peut-être y revenir plus tard, mais l'une des difficultés pour les entreprises, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est le financement pour des projets, on va dire, de taille assez... moyenne même, je dirais même pas de gros projets. Déjà, les taux d'intérêt dans la zone UEMOA sont même un frein même à l'investissement. Et je passe le niveau de garantie demandé où on a une couverture, la banque se retrouve avec une couverture à 300-400%. Donc nous étions à la recherche d'une solution alternative et donc nous avons approché Coris Croissance pour financer notre projet gaz, qui était conjointe aussi à la sortie de Total Côte d'Ivoire, qui était actionnaire dans notre entreprise. Donc l'actionnaire fondateur voulait déjà reprendre un peu plus de poids dans l'actionnariat et développer l'activité gaz. Donc dans ce sens-là, nous avons vu Coris. Le ticket étant relativement important et un co-investissement avec Afrique Invest. Et donc Coris et Afrique Invest étaient actionnaires à 20% à peu près. Et il y a eu en plus un emprunt obligataire qui a permis de financer l'usine de gaz, les bouteilles et toute l'activité. Donc ça, c'est le côté vraiment financier. Et en plus de ça, il y a eu tout ce qui est réseau, réseau justement de Coris et Afrique Invest qui ont pu être utilisés pour améliorer un certain nombre de choses au sein de l'entreprise et même au sein de nos relations bancaires. Les choses, c'est plutôt les taux d'investissement, les taux de crédit, parce que justement, nous avons pu profiter de ce réseau de Coris et Afrique Invest pour cela.
donc ce qui a donné de la valeur, de la rentabilité. Et puis, c'est même allé jusqu'à la recherche de fournisseurs, notamment pour les bouteilles de gaz qu'on a pu se fournir en Tunisie, là où était le fonds Afrique Invest. Nous avons pu avoir des conditions commerciales bien meilleures. Et donc voilà un peu tout ce qui a été fait. Ce n'était pas seulement de l'apport purement financier. Nous avons constitué un comité stratégique ensemble où nous discutions des projets, de la vie de l'entreprise. Donc on voit que chacun d'entre vous a adopté un modèle particulier. Ça prouve aussi la diversification des solutions qui peuvent être proposées aux entrepreneurs dans ce cadre des fonds d'investissement. Ces fonds d'investissement, ils vous ont permis véritablement de développer votre groupe. Monsieur Badi. Oui, dans la mesure où ils nous ont fait confiance. Je pense que c'est la confiance qui développe un groupe. Moi, je commençais mon groupe avec 12 500 000 francs CFA. Donc, c'était le capital minimum d'une société anonyme et le reste, c'est la confiance. Donc, quand un fonds vient avec vous déjà, ça veut dire que ce fonds a confiance en votre capacité managériale, croit en votre business model et puis vous aide à grandir. Et c'est vraiment ce que Coris nous a apporté. En les fréquentant, nous avons beaucoup appris. Je pense aussi qu'on leur a apporté une meilleure connaissance de notre industrie, ce qui leur a permis d'ailleurs, je crois, d'investir dans d'autres hôtels. Donc il y a un échange. Ils ne sont pas les seuls à apporter des fonds, une expertise, mais il y a un retour également. C'est gagnant-gagnant, comme on dit. Je pense que c'est gagnant-gagnant. Et puis bon, Coris aussi nous a permis de découvrir le capital investissement parce que quand on parle de financement des entreprises en Afrique, il y a deux problématiques. Il y a la problématique surtout des petites entreprises qui, elles, ont réellement des difficultés à avoir accès au financement. Mais des grosses entreprises comme la nôtre, on n'a pas de souci d'avoir des financements. Et même au niveau des taux d'intérêt qui restent encore élevés en Afrique, malheureusement, surtout dans notre sous-région, ils ont quand même baissé. Moi, le premier prêt que j'ai eu auprès de la BOAD, il était à 12%. Aujourd'hui, on parle de 8%. Donc, ils ont quand même beaucoup baissé. Mais on doit encore les baisser davantage. Donc, je pense que les fonds, en tout cas les entreprises qui acceptent de faire l'effort d'avoir la gouvernance nécessaire, parce que pour avoir un fonds, il faut avoir une bonne gouvernance, sinon les fonds ne viennent pas. Je pense que ces entreprises peuvent gagner à collaborer avec ces fonds-là. Pour moi, ça a été une expérience très positive. Et si elle ne l'avait pas été, je ne me serais pas remis à discuter encore avec Coris. Et entre-temps, d'autres fonds aussi tapent à la porte. C'est ça. Voilà. Un fonds attire d'autres fonds. Un fonds attire d'autres fonds, exactement. Et je me réjouis, on en a parlé ce matin, je me réjouis de voir le développement du private equity en Afrique. Bon, cela confirme tout ce qu'aujourd'hui nous pensons de bien sur le développement de ce continent, à savoir qu'aujourd'hui, il y a des entreprises structurées, il y a des entreprises qui peuvent répondre à toutes les missions de due diligence. Nous, au courant de l'année 2011-2012, on en a eu pas moins de 5 et on les a toutes passées avec satisfaction. Donc, il y a des entrepreneurs qui ont une vision de ce que c'est que le RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une exigence, tout ce qui concerne l'environnement. Oui, quand vous allez à la SFI, à la Proparco, avant de dire bonjour, quel est votre projet? Bon. Bonjour, est-ce que votre projet ne va pas toucher à l'environnement? Le premier consultant que vous payez, c'est le consultant en environnement avant même de faire votre business plan. Donc, mais bon, des entrepreneurs comme nous, c'est pour le bien de la planète. Voilà, c'est bien de la planète, mais ça a un coût. Ça a un coût. C'est un coût aussi. Des entrepreneurs comme moi, on peut faire face à ça, mais des petits entrepreneurs africains, c'est un problème. Encore faut-il pouvoir les accompagner, être en mesure de leur faire partager ces standards internationaux qui s'imposent aujourd'hui. Comment les fonds ont contribué au développement de vos activités, Monsieur Tauziac? Alors, ils ont contribué concrètement sur différents sujets. D'une part, ils nous ont permis, pour nos contrats existants sur lesquels on voulait développer
des extensions. Ils nous ont aidés à développer ces extensions. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont apporté la sécurisation vis-à-vis des établissements financiers, de la taille du groupe et de l'actionnaire qui était derrière. Donc on a pu structurer beaucoup plus facilement les financements. Dans le cadre de Cyprel, qui est un BOT d'énergie sur lequel on a 5 centrales pour l'instant, on est en train d'en mettre 2 de plus. On a 540 mégawatts qui vont être mis en place. On va lever à peu près 270 millions d'euros. On a levé 70 millions d'euros déjà avec des banques locales. On l'a fait dans un délai de 3 mois et je pense qu'on n'aurait pas pu faire ça dans ces conditions si on n'avait pas un actionnaire derrière qui tient la route. On est en train de monter avec SFI Proparco la deuxième partie du financement, 200 millions d'euros. C'est vrai qu'on a beaucoup plus de proximité avec SFI Proparco, avec notre actionnaire. Ça simplifie beaucoup les relations. Donc c'est vrai que ça nous aide par rapport aux contrats existants. Deuxièmement, par rapport aux contrats futurs, ECP est présent dans un certain nombre de pays et voit un certain nombre d'opportunités. Pas seulement en Afrique de l'Ouest d'ailleurs. Exactement. J'imagine dans les pays anglophones. Dans les pays anglophones. Ouais. Et du coup, il nous indique, tiens, il y a telle opportunité. Donc ça nous aide dans notre développement. Ça ouvre des perspectives. Exactement. On avait une stratégie en trois phases au moment où ECP est arrivé. Première phase, améliorer l'existant. On a quasiment doublé le résultat net par rapport à celui récurrent d'il y a 3 ans. Deuxièmement, étendre nos contrats. On a pratiquement étendu tous nos contrats sur des durées longues jusqu'à à peu près 2035 pour la majorité des contrats. Et troisième élément important, le développement. Maintenant que l'existant fonctionne bien, on peut accompagner le développement. Ils nous ont aidés aussi parce qu'on a quand même 4 entités en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a connu une grave crise en 2011. Ils nous ont beaucoup aidés pendant cette crise à gérer cette crise. Et je pense que si on n'avait pas eu un fonds derrière nous, à un moment donné, je ne sais pas si les gens savent tous, mais à un moment donné, il n'y avait plus de banque en Côte d'Ivoire. Ça a duré à peu près 3-4 mois. Il fallait quand même qu'on puisse un ange protecteur, qu'on puisse tenir. Nous, on avait un avantage, c'est que dans le domaine de l'eau et de l'énergie, les gens viennent payer, donc on avait du cash, mais on n'avait pas de banque pour déposer le cash. Donc on avait plutôt un problème de placement du cash qui était, et ECP nous a pas mal aidé sur ces sujets-là. Donc c'est vrai que ça nous a apporté beaucoup, et par rapport à tous les aspects structuration, gouvernance, ainsi de suite, ils nous ont aussi apporté beaucoup. Donc le fonds permet de surmonter des crises, de faire face à des crises ponctuelles et de traverser donc des moments critiques pour une entreprise en lui donnant un petit peu d'air, un peu de souffle pour tenir le coup jusqu'à ce que la situation se stabilise. Ça peut être le cas en Côte d'Ivoire, au Mali ou ailleurs, des pays qui connaissent des situations de crise. Il nous apporte une crédibilité, je pense, vis-à-vis des établissements financiers et d'autres établissements, vis-à-vis des autorités, qui nous permet d'aller de l'avant et de passer un certain nombre de passer les crises et de développer nos projets. Donc c'est une aide au développement et c'est une aide au passage de crise. Mais dans ces conditions-là, il faut avoir une excellente relation avec son fonds. Il faut avoir une très bonne communication, et c'est là où tout l'aspect gouvernance veut vraiment dire quelque chose. Mais je pense qu'on en parlera juste après. On va en parler. Je prends le témoignage de M. Koulibaly sur justement la capacité de développement, de croissance de votre activité que vous ont permis donc ces investissements. Merci. Je pense qu'au niveau d'IEP, notre partenariat avec IEP, on a eu un apport de 3 types. D'abord, premier type qui est financier, naturellement avec les fonds d'investissement, qui nous a permis surtout, je dirais, de développer notre capacité de communication, puisque dès le départ, Tronis est parti avec une ambition internationale, à savoir pouvoir toucher, je dirais, toute l'Afrique noire francophone. Et donc, ça demandait des moyens de communication assez importants. Le financement que nous a apporté IEP nous a beaucoup aidé dans ce sens. Deuxième type d'intervention d'IEP qui nous a été d'une aide inestimable, c'est les missions d'assistance technique que IEP a financées pour nous. Alors, ces missions d'assistance technique viennent souvent en amont d'actions concrètes sur le terrain. Par exemple, pour l'investissement en communication dont je parlais tout à l'heure, il y a eu au préalable une étude pour
d'abord sur le plan marketing, en termes d'image, concevoir une image de marque, envisager son développement, l'entretenir, mettre en place un plan de communication. Donc tout cela a été financé à travers des missions d'assistance technique. Il y en a eu 3 d'ailleurs à l'époque, en 2010, pour nous aider justement à bien maîtriser l'aspect communication. Donc ces missions d'assistance technique continuent, même encore il y a juste 2 semaines, on vient d'emboucler à Dakar, parce que nous sommes en train d'envisager d'ouvrir un bureau Tronis à Dakar en 2013. Et en amont, on a fait un certain nombre d'études sur le terrain et IEP est effectivement intervenu pour nous payer des missions d'assistance technique avec des experts sur le terrain. Troisième mode d'intervention, bien entendu, et qui nous aide également, c'est, je dirais, l'aspect présence en continu. Alors, au quotidien, je dirais, même si ce n'est pas, bien entendu, tous les jours. Mais cette présence-là nous est d'une aide vraiment très, très considérable parce que ça nous aide à structurer l'organisation tous les jours, l'entreprise, à se poser les bonnes questions, à réfléchir sur la stratégie, à la réajuster, à l'adapter au quotidien en fonction des évolutions de l'entreprise, surtout pour... qui connaît bien entendu le Mali, vous en avez touché un mot tout à l'heure. Qui connaît une situation difficile. Voilà, on est tombé tout d'un coup dans une situation qu'on était loin de prévoir. Et donc, avec le nez dans le guidon, c'est difficile de prendre du recul et de pouvoir prendre de bonnes décisions. Et avoir un partenaire comme IEP, avec l'expérience qu'ils ont, eh bien, nous aide effectivement à pouvoir, je dirais, se réadapter sur le plan stratégique. Très bien. Monsieur Morocro, donc comme au-delà des fonds que vous ont apporté justement les sociétés de private equity. Oui, donc oui, au-delà des fonds, même si ça reste quand même... c'est quand même pas négligeable. Ça reste quand même non négligeable dans un objectif de faire de la rentabilité. Il y a peut-être une expertise aussi, un réseau. Effectivement, j'en avais parlé tout à l'heure, et ça, c'est à travers le comité stratégique que nous avons imaginé et conçu ensemble, qui était composé de Coris Croissance et Afrique Invest, donc les deux fonds d'investissement, et des membres de Petro-Ivoire, qui en fait planifiaient, réfléchissaient sur les stratégies, et qui, comme l'a dit mon voisin, nous, en tant qu'industriels, nous avons toujours beaucoup de projets, toujours beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme. Nous sommes au quotidien dans nos activités et parfois, il faut reconnaître qu'on n'a pas peut-être la mesure ou bien le temps même nécessaire pour pouvoir prendre un petit peu de recul et anticiper un certain nombre de points. Et justement, l'objectif était pour nous, à travers la création de ce comité-là, de pouvoir profiter de l'expérience de ces deux fonds-là qui étaient avec nous pour pouvoir mieux orienter et encadrer mieux orienter nos stratégies. Bien évidemment, on n'allait pas les fonds n'allaient pas jusqu'à dicter la stratégie, mais c'était plutôt on va dire une assistance sur le futur de l'entreprise. Alors là, c'est une question justement que je voulais aborder avec vous. Quelle marge de manœuvre vous conservez avec les fonds d'investissement? Ok, ils sont là, ils mettent de l'argent dans l'entreprise, ils vous aident au niveau du conseil, mais est-ce que vous ne perdez pas une marge de manœuvre? Vos choix stratégiques sont-ils respectés? Y a-t-il une ingérence dans vos affaires? Jusqu'où s'arrête, quelle est la limite de l'intervention des fonds d'investissement dans votre activité? C'est la vôtre finalement. Donc, où est-ce que vous posez les limites, les lignes rouges? Ben là, sur ce point, après tout dépend de comment, ou bien de la hauteur dans l'entrée du capital. Il est bien évident que les fonds d'investissement qui entrent, on en a parlé tout à l'heure, ont eux aussi des objectifs de rentabilité et eux aussi des assurances qu'ils ont données à ceux qui leur ont prêté l'argent pour investir. Donc, il me paraît tout à fait logique qu'ils aient un droit de regard, ne serait-ce que dans le board au sein du conseil d'administration, sur les grandes lignes
du fonctionnement de la société. Nous n'allons pas, enfin, dans notre cas en tout cas, nous n'allons, et ça a été bien spécifié dans les discussions préalables, ils ne vont pas jusqu'à, on va dire, l'opérationnel. Donc, pour un exemple simple, le choix des ordres, le niveau de recrutement, ainsi de suite. Mais on reste sur des ratios et des grands agrégats sur lesquels nous sommes entendus au départ. Et on va dire que les orientations stratégiques, puisqu'elles ont été discutées au moment où le fonds entrait, et on a une stratégie en général se déploie sur 5-6 ans qui correspond à peu près à la sortie du fonds. Donc, quand ils entrent, on est généralement d'accord sur la stratégie, puisque ça a été ce qui a été le fondement de pouvoir entrer. Et en termes de management, de décision stratégique, vous avez aussi les mains libres? D'une certaine manière, d'une certaine manière, on a les mains quasiment libres. On a bien entendu un contrat respecté. On a bien entendu, comme je disais tout à l'heure, certaines normes, notamment sur les grands ratios, les grands agrégats à respecter. Donc, en ce sens, on pourrait imaginer que, mais finalement, en fait, c'est ce qu'il y a de mieux pour la rentabilité de l'entreprise. Et dans tous les cas, et l'actionnaire de référence qui appelle le fonds et le fonds ont finalement le même objectif, c'est d'avoir la rentabilité. Donc vous n'êtes pas malheureux. Donc on n'est pas spécialement malheureux. Bien évidemment, il peut y avoir des discussions où on peut ne pas être tout à fait aligné parce que nous avons une vision d'industriel, donc plus sur du long terme, face à une vision également, face à une vision beaucoup plus financière. Donc il peut y avoir des discussions et chez nous justement le forum de discussion était à travers ce comité stratégique qui pouvait se montrer houleux, mais bon, qui finissait toujours par une solution qui était bonne pour la société. Éric Tauziac, vous êtes malheureux? Non, pas vraiment. Non, on se porte très bien. On est très content de travailler avec ECP qui nous apporte beaucoup de choses. Et en plus, ils ont une très bonne connaissance du métier. Certaines personnes d'ECP ayant connu nos entreprises. Donc ce ne sont pas uniquement des financiers qui ne voient que par l'ornière de la finance et de la rentabilité. Ils sont aussi sensibles aux réalités concrète du métier dans lequel vous êtes. Exactement. Autrement dit, la distribution d'eau et d'électricité. Voilà. Et en fait, on a trouvé un mode de fonctionnement avec eux qui me paraît tout à fait intéressant à la fois pour eux et pour nous. On leur propose ce que l'on veut faire. Donc, on leur propose, ils regardent, on échange ensemble et après, on applique. Donc, d'un point de vue gouvernance, c'est tout à fait intéressant parce qu'en fait, ils nous ont laissé complètement définir notre stratégie. En plus, on a mis en place au niveau de chacune de nos entités, et on est très à cheval là-dessus, des directeurs généraux qui sont aussi administrateurs et qui sont de vrais directeurs généraux. Et on fait des discussions sur nos entités dans le business, dans les conseils d'administration qui sont de vrais conseils dans lesquels on discute vraiment. Donc on va pas dire à un directeur général de notre filiale tu vas faire ceci, tu vas faire cela. On va vraiment échanger avec lui. Il va nous apporter un projet. On va c'est travailler. Vraiment un échange, c'est vraiment un échange et on travaille de la même façon avec nos actionnaires. Et on a profité de cette méthode-là pour mettre en place aussi des outils de gouvernance. On a mis en place un comité d'audit. On a mis en place un comité d'engagement. On a voulu échanger aussi avec nos différents directeurs généraux. Donc, on a monté un comité opérationnel pour avoir des échanges de pratiques sur les différentes entités. Et lors de ces différents comités, on donne certains axes d'orientation pour nos filiales, axes que l'on a d'abord préalablement validés avec notre actionnaire. Donc, il y a vraiment un Et on peut dire échange. que ça ne marche finalement que dans ce type de relation de confiance entre le porteur de fonds et l'entrepreneur lui-même. Il faut qu'il y ait confiance. S'il n'y a pas confiance, ça peut pas marcher. Si vous avez des difficultés et vous n'avez pas confiance dans quelqu'un, à ce moment-là, il faut changer le management. Et je pense que les règles entre les fonds et le management sont généralement assez claires. Si on n'apporte pas les bonnes solutions au bon moment, on met un autre management qui lui fera
fera ce que veut le fonds. D'un autre côté, le management est là pour proposer un certain nombre de choses, et c'est pareil au niveau de nos filiales. Si le directeur général, il est responsable légalement de sa société, c'est lui le mandataire social. Donc c'est lui qui assume la responsabilité. Si on n'est pas d'accord avec sa vision, on en met un autre, mais on ne va pas lui imposer une décision qui n'est pas sa décision. Qui, lui, vient, nous propose ces éléments, et le conseil d'administration dispose. Enfin, c'est la mécanique classique des entreprises. Ça s'approprie les décisions qui sont prises. Et du coup, on met peut-être plus de temps pour faire certaines choses. Mais ça vaut le coup de le faire avant. Mais ça vaut le coup de le faire. Ça permet de désamorcer en amont. Et ça permet d'avoir la pérennité et d'avoir les personnes qui vraiment s'approprient les sujets. Et on travaille exactement de la même façon avec notre actionnaire pour lui proposer en disant voilà, on voudrait faire ça, 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 ça. Voilà quels sont les éléments qui sont fondamentaux et importants, les conséquences derrière. Et on valide ces points-là. Donc c'est vraiment tout à fait positif et on doit beaucoup, il nous apporte beaucoup par une vision différente de la vision que l'on pourrait nous avoir de façon instinctive. Monsieur Bali, il vous arrive des fois d'être en contradiction avec les porteurs de fonds sur des orientations stratégiques de votre groupe ? Oui, on peut avoir des contradictions. Moi, je pense que tout dépend de la façon, dont on se marie. Et il faut prendre le temps de se connaître et de se marier. Donc, quand les règles du jeu sont connues dès le départ, c'est beaucoup plus facile de travailler avec les fonds. Parce qu'après tout, les fonds, ce n'est pas eux les spécialistes du domaine. Ce n'est pas eux les industriels. Donc, certaines décisions opérationnelles, forcément, doivent être prises par le promoteur, par l'entrepreneur. Mais, comme l'a dit M. Morocco, il y a un cadre de dialogue et ceci est consigné dans le pacte d'actionnaires. D'ailleurs, moi, de mon expérience que j'ai maintenant avec les fonds, c'est que très rapidement, on passe au due diligence, très rapidement, on se met d'accord sur la valorisation. Mais ce qui prend le plus de temps, c'est la négociation des documents juridiques et notamment du pacte d'actionnaires où les règles sont déterminées. Et je pense que c'est bien de prendre le temps de négocier ces documents, de négocier ces pactes d'actionnaires, parce que c'est ça qui va régir le temps que le fonds va passer dans l'entreprise. Il ne faut pas bâcler cette étape-là au risque après d'avoir des conflits tout le temps parce que vous pensez que vous avez votre liberté opérationnelle. Le fonds pense que lui, de par ce pacte, il a acquis un droit de veto sur un certain nombre de choses. Je pense que les droits de veto, des bases claires. Ouais. Et en tout cas, nous, dans notre entreprise, par exemple, ce que nous refusons systématiquement, c'est des droits de veto. Nous pensons qu'un fonds ne doit pas avoir systématiquement un droit de veto. Parce et s'il est majoritaire? Ah, s'il est majoritaire, oui. Ça, c'est autre chose. Bon, ça, c'est autre chose. Il fait ce qu'il veut s'il est majoritaire. Oui. Mais ça arrive aussi. Oui, que les fonds, tout à fait. Donc, à partir du moment où le fonds d'investissement vient avec des capitaux, vient avec une certaine expertise en matière de gouvernance et tout ça, ces valeurs-là sont rajoutées à l'expertise de l'entrepreneur et c'est ça qui fait la croissance de l'entreprise. Il faut qu'il y ait ce partenariat, ce dialogue. Et effectivement, il a raison, il faut énormément dialoguer parce que quand on est entrepreneur aussi, parfois, il y a certains risques qu'on n'appréhende pas comme l'appréhende le financier. Parce que l'entrepreneur, par nature, c'est un fonceur. Il veut se développer, il veut aller vite, il veut et le financier a une certaine maîtrise des risques que l'entrepreneur n'a pas. Donc, ce mariage-là peut permettre à l'entreprise de grandir dans des conditions très saines. Donc, vous n'avez pas d'intérêt contradictoire, autrement dit? Je ne pense pas. À partir du moment où il y a des intérêts contradictoires, je pense qu'on s'est trompé de partenaire. Il ne faut pas faire affaire. Il ne faut pas faire affaire. Voilà. Il vaut mieux s'en rendre compte d'ailleurs dès le départ. Avant, exactement. Moi, j'aimerais rajouter un autre point positif quand même. C'est que quand un fonds est dans votre capital, ça facilite aussi l'accès à la dette. Parce que souvent, les gens, enfin les institutions vers lesquelles vous allez pour lever votre dette sont aussi actionnaires des fonds. Donc déjà, il y a un travail de base qui est fait par le fonds, qui est déjà dans votre société, qui connaît votre société, et ça facilite énormément. Moi, j'ai vu des DFI qui disent « Ah, ok, si vous signez avec tel fonds, mais nous, déjà, ça nous facilite beaucoup parce qu'on est actionnaire dans le fonds et on sait que le fonds a déjà fait une bonne partie des due diligence. » Vous voulez dire quoi? Ça doit coûter de l'argent?
On doit payer ça? Alors, ouais. On vous paye Ah assez ouais. bien déjà, monsieur Eclos. Les règlements de compte. Vous partagez, monsieur Tauziac, l'analyse Ah oui, qui tout à vient fait. d'être développée Oui, par tout monsieur à fait. Bali. Je pense que Ouais. la relation est un élément fondamental, est un élément qui permet d'aller de l'avant. Et le fait d'avoir déjà les actionnaires du fonds qui sont aussi de futurs prêteurs facilite beaucoup les financements derrière. Ça apporte vraiment énormément. Et nous, on le vit très bien là, sur notre projet Cyprel avec la SFI et Proparco qui sont à la fois investisseurs au sein du fonds et qui sont des futurs prêteurs. Beaucoup de due diligence passe beaucoup plus vite. Donc j'en conclus que pour que ça se passe bien, il faut démarrer sur de bonnes bases, saines, claires, et ne pas s'engager sur une voie à risque et qui risque de vous mettre dans le mur rapidement. La sortie, comment c'est vécu par vous? C'est un grand moment de solitude, un soulagement? Comment ça se passe concrètement? On a vu tout à l'heure le point de vue des porteurs de fonds. Comment vous vivez cette étape qui est quand même importante dans la vie d'une entreprise et d'un homme aussi, ou d'une femme? Bon, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer, enfin, dans notre cas d'espèce, le management a été nommé par le fonds. Donc demain, si la société est vendue, il y a une possibilité que le management suive ou ne suive pas. Donc il y a une problématique pour le management, d'une part, et une problématique pour l'entreprise, d'autre part. D'un point de vue entreprise, c'est vrai qu'il faut dès le départ réfléchir à la sortie du fonds. Donc il faut intégrer cette donnée dès le départ. Ça me paraît vraiment un élément fondamental et bien l'anticiper et bien le planifier et le préparer. Nous, on est en train de réfléchir avec notre fonds pour pouvoir se donner du temps, parce qu'on a des contrats qui sont sur des durées longues, du long terme, 2030, 2035. Si on veut pouvoir développer plus notre activité, on a besoin de donner de la visibilité. Bon. D'un autre côté, je pense que ce n'est pas totalement une contrainte fondamentale, parce que je ne connais pas beaucoup de groupes aujourd'hui qui peuvent dire « dans 10 ans, mon actionnaire sera ». Je pense qu'actuellement, on a une évolution dans le monde des affaires qui fait que peu de gens peuvent garantir une visibilité sur l'actionnariat sur une durée très longue. Donc, qu'on ait un fonds qui parte au bout de 5 ans, 10 ans, ou qu'on ait un actionnaire qui bouge, je dirais la problématique est à peu près la même. Ce qu'il faut, c'est bien intégrer ces éléments-là, bien l'anticiper et bien l'expliquer au niveau du management et des équipes. Il y a un premier fonds en appel d'autres, j'imagine. Généralement, il y a un effet d'entraînement. Voilà. Si ça se passe bien, si vous avez de bons résultats, objectivement, il y a forcément des gens qui vont être intéressés, et d'autant plus si vous avez une activité qui se développe et qui donc a un potentiel sur son périmètre existant et sur un potentiel futur. À ce moment-là, vous avez des gens qui vont naturellement venir et qui seront intéressés. Monsieur Morocro, un commentaire sur ce point, à savoir la sortie? Oui, comment c'est vécu? Est-ce que c'est redouté? Nous avons vécu une sortie justement de Coris Croissance et Afrique Invest. On va dire que la sortie s'est bien passée, c'est pas mal passé. En fait, nous avons eu un événement exogène non prévu par tout le monde. Donc, au moment où il fallait faire la sortie, il n'y avait plus de banque en Côte d'Ivoire. Donc bon, il s'est posé un problème qui n'était ni imputable à l'entrepreneur, et qui était parfaitement compris par les fonds. Et donc on a dû décaler, réajuster les temps de sortie, réajuster certaines formules de calcul. Et puis, finalement, l'opération s'est faite. Comme il a été dit, un fonds appelant un autre fonds, surtout quand il y a un potentiel de croissance. Nous, la première étape des 5 ans pour laquelle Coris et Croissance et Afrique Invest venaient, c'était le lancement de l'activité gaz qui allait nous mettre à un certain niveau. Et aujourd'hui, nous sommes dans une deuxième étape de continuer ce développement-là et de commencer les opérations dans la sous-région. Donc, bien évidemment, il y a un potentiel de croissance très intéressant, et puisqu'on arrivait même à des chiffres qui sont bien meilleurs que ceux que Coris avait trouvés. Donc, un autre fonds est venu. Et ça s'est bien passé, ils sont rentrés. Et bon, je pense qu'on a
On a mis en place des nouveaux mécanismes pour essayer de faciliter encore, ou alors de moins mettre de pression sur l'entrepreneur. Elle est sortie via le marché avec plusieurs autres mécanismes, parce que le plus important, en fait, c'est de ne pas avoir une sorte d'épée de Damoclès quand les 5 ans arrivent. Donc, quand c'est anticipé, bien préparé dès le départ, ça met un petit peu moins de pression, quoi. Un entrepreneur ne serait pas responsable si au moment de la signature à l'entrée, il ne pensait pas déjà comment il va payer, il va pouvoir faire sortir le fonds. Donc, nous, on en a un autre, et puis dans notre perspective de développement, on est en discussion avec d'autres qui sont cette fois-ci pas africains. Donc, ça veut dire que donc vous n'êtes pas seul, on avance. Vous êtes toujours accompagné. Voilà. Daouda Coulibaly, est-ce que c'est un moment que vous redoutez, cette séparation avec IEP qui vous a porté vraiment depuis le début, qui vous a vraiment aidé? Est-ce que vous redoutez le départ de ce fonds solidaire? Bon, pour le cas de Trenis, déjà, on n'a pas connu d'expérience de sortie, puisque ça fait seulement 2 ans qu'on travaille avec IEP. Ouais, mais est-ce que c'est une perspective que vous redoutez? Pas vraiment. Honnêtement, pas vraiment. Je crois que, comme ils l'ont dit, c'est quelque chose qu'on précise dans le pacte d'actionnaires, donc qui est assez bien précisé pour le cas du mariage entre Trenis et IEP. Bien entendu, il peut toujours y avoir des imprévus qu'on ne peut pas envisager, en fait, qu'on ne peut pas prévoir. Mais pour l'instant, disons que ce n'est pas notre préoccupation. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est surtout le développement des Trenis. Donc, la sortie, c'est... Vous avez la tête dans le guidon pour l'instant. Il n'y a pas de lieu de perdre du temps à se poser des questions. On est dans le travail pour l'instant, c'est ça? Tout à fait, exactement. D'accord. Si vous aviez un message, chacun d'entre vous, à délivrer au fonds d'investissement, quel serait-il? Notamment pour, peut-être vous, M. Coulibaly, qui donc lancez une activité de taille, une PME par exemple. Tout à fait. On sait que les fonds d'investissement s'intéressent beaucoup aux champions en Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'intéresser davantage aux PME, aux petites structures qui seront l'avenir de l'économie africaine de demain, qui vont créer des emplois et qui sont vraiment le tissu économique de croissance sur le continent? Je crois que vous avez parfaitement raison, et le constat est partagé par tout le monde. Tout à l'heure, M. Bali le disait, vous l'avez dit en introduction, que aujourd'hui, les fonds d'investissement, déjà, ils ne sont pas très nombreux à s'intéresser à l'Afrique. Et ceux qui s'intéressent à l'Afrique, pour l'instant, je ne dirais pas malheureusement, mais ont tendance plutôt à privilégier les entreprises d'une certaine taille. Nous, on n'est pas de cette catégorie-là. Trenis est une PME. Petite même une TPE. Mais qui deviendra grande. J'espère, justement. Mais c'est vrai que pour notre cas particulier, nous n'avons pas eu de difficultés particulières à trouver du financement. Mais je sais que le problème est très très présent en Afrique. Et comme vous l'avez dit, le tissu de l'économie africaine est tenu repose sur les PME, sur les petites est tenu par ces PME-là. Bien entendu, les fonds d'investissement n'ont pas forcément une mission de développement. Je crois qu'ils ont plutôt une mission de rentabilité. Mais cette rentabilité, elle peut être à long terme également. Voilà. On soutient des startups en Californie en misant sur elles, parce qu'on sait que dans 10 ans, 20 ans, peut-être que ce seront des Google, des Facebook, Tout à fait. Alors ça, c'est carrément une autre problématique. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que quand vous prenez un fonds d'investissement comme IEP, qui se définit d'ailleurs comme un petit fonds d'investissement, et avec les présentations qu'on a eues dans le panel précédent, effectivement, on voit que ce n'est pas forcément un grand fonds d'investissement. Mais ce fonds, pour nous, s'intéresse déjà à une taille d'entreprise pas négligeable par rapport aux besoins sur le terrain africain. Mais quand on compare cette catégorie d'entreprise par rapport à la cible d'autres fonds d'investissement, on voit que IEP intervient plutôt dans la gamme moyenne ou petite. Mais moi, je trouve qu'il faut encore descendre plus bas. On comprend tout à fait les préoccupations aussi, qui sont celles des fonds d'investissement, parce qu'il y a des coûts de gestion effectivement qui sont parfois incompressibles et qui font qu'on ne peut pas investir 30 000 euros tout en restant à Paris, sachant que il suffit de payer 2 billets d'avion avec 2 séjours sur le terrain pour tout de suite dépenser plus que ce que vous avez investi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si les fonds... C'est très concret, ça. Comment? Pour que les hôtels vivent. Moi, je pense qu'il y a un réel
défi aujourd'hui en Afrique, qui est celui du développement des fonds d'investissement, mais surtout à destination des entreprises de petite et moyenne taille. Mais pour que cela soit possible, il faut que ces fonds-là s'installent en Afrique. Je crois qu'aujourd'hui, on a quelques fonds effectivement qui s'installent en Afrique, mais ce n'est pas encore assez. La plupart restent encore basés en Occident et essaient de piloter les choses depuis l'Occident. Et tant qu'on continue de travailler dans ce sens-là, bien entendu, il sera très difficile de pouvoir investir dans les petites entreprises. Et que peut-on leur dire pour les convaincre de venir sur le continent directement et d'investir dans ces PME et ces TPE? Je crois qu'à la sortie de cette salle aujourd'hui, beaucoup de gens doivent ressortir très optimistes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est que l'Afrique est un des continents, n'est pas le seul, mais où la croissance économique quand même est au moins de l'ordre de 5% sur les 10 dernières années. Bien entendu, il y a une disparité entre les pays. Il y a un rattrapage à faire aussi. Mais voilà, il y a un rattrapage, mais cela dénote quand même d'une véritable révolution, entre guillemets, parce que ça ne s'est jamais produit jusqu'ici en Afrique. Et c'est une croissance soutenue qui est là et qu'on constate à tous les niveaux. Et je dirais d'ailleurs qu'elle est sous-estimée parce que le niveau, le poids du secteur informel en Afrique est tel que parfois les chiffres peuvent passer un peu à côté. Moi, je pense que la croissance va au-delà des chiffres qu'on donne et c'est là, cette croissance-là, parfois occultée, masquée, justement, c'est les petites et moyennes entreprises qui en profitent le plus. Moi, et ceux qui ne sont pas montés dans le train aujourd'hui, voilà, ceux qui ne sont pas encore identifiés ceux qui ne sont pas encore identifiés par ces fonds d'investissement, je pense que sont justement ceux qui profitent le plus de la croissance en Afrique. Donc, si j'ai un appel à lancer, c'est justement de s'intéresser à cette catégorie d'entreprises. Très rapidement, M. Bali, M. Tosiak, un conseil ou une recommandation aux investisseurs? Alors d'abord, par rapport à la sortie, donc nous on a vécu une sortie, ça s'est très bien passé. On avait un excellent partenariat avec Coris, donc ça s'est excellemment bien passé. Et d'ailleurs, je salue M. Houdbabi qui a racheté la participation de Coris, donc qui est mon partenaire dans Azalai Hotels. Par rapport au fond, je dirais que, bon, comme en boutade, je disais que Coris a changé, mais en fait, c'est l'industrie qui le veut ainsi. Et la façon dont maintenant les fonds sont organisés et leurs exigences, qui sont les exigences de leurs actionnaires et de leurs bailleurs de fonds, fait qu'effectivement, c'est vraiment les grosses entreprises, les grosses PME africaines qui peuvent recourir au financement des fonds. Et maintenant, il faut réfléchir sur le financement de l'écrasante majorité des TPE, des PME africaines qui, elles, effectivement, ont une difficulté à avoir accès non seulement à la dette, mais aussi à l'equity. Mais je pense que les fonds sont en train de changer la donne en Afrique, et notamment le financement des entreprises en Afrique. Et pour moi, c'est extrêmement positif, quoi. Donc, je ne peux que m'en réjouir. On sent que non seulement il y a de l'equity qui est de plus en plus accessible, mais il y a aussi de la dette qui est de plus en plus accessible à des conditions nettement meilleures, mais encore une fois, pour une certaine catégorie d'entreprises, celles qui peuvent respecter effectivement toutes ces exigences-là. C'est ça. Monsieur Tosiak. Oui, moi je pense qu'il y a aussi un autre sujet au niveau des fonds qui est la durée, en fait. On en a parlé tout à l'heure, mais le fait d'avoir une obligation entre guillemets de sortie. Ça varie entre combien d'années? Bon, généralement, un fonds a une durée de vie de 10 ans, donc il y a 5 ans d'investissement et 5 ans de sortie. Le fait, ça complique un petit peu parce qu'on peut imaginer une sortie à un moment qui n'est pas le moment optimum. On peut avoir un problème de timing, un problème d'agenda. Et donc, il faut peut-être réfléchir à trouver une solution pour accompagner les sociétés sur une durée qui soit peut-être plus flexible, plus longue, pour pouvoir permettre à la société de mieux se développer et de faire une sortie au moment le plus optimum. Parce que si on prend une phase de développement pour un groupe, il ne va pas se développer en 5 ans. Il lui faut plus pour qu'il puisse prouver qu'il a bien fait son développement et ainsi de suite. Donc vous demandez du temps, supplémentaire. Il vaut mieux avoir plus de temps. Et c'est vrai au niveau equity, mais c'est vrai aussi au niveau dette. En Afrique, on a un gros problème au niveau de la dette, c'est la maturité.
Les dettes sont sur des durées très courtes, généralement entre 7 et 10 ans. Si vous faites des investissements qui ont une durée de vie de 30 ans ou 40 ans, si vous les financez sur 7 à 10 ans, vous êtes très très bon, parce qu'en Europe, on les finance sur 30 ans. Donc ça veut dire qu'il faut être beaucoup plus performant que des sociétés. Pour vous en demander plus alors. Donc, voilà. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'on trouve des solutions. Je sais que Proparco et SFI ont des solutions pour étendre un petit peu la dette, mais ce sont des points fondamentaux, mais qui ne sont, comme on disait tout à l'heure, accessibles qu'à une petite partie des entreprises. Ils ne vont pas financer un financement d'une Dans le même temps, vous avez intérêt quand même à devenir autonome le plus rapidement possible, oui, pour faire face à un désengagement précipité pour une raison X ou Y, pour une crise financière majeure dans le monde type 2008, un effondrement des subprimes, etc., de pouvoir marcher sur vos deux jambes, seul, sans l'apport d'investisseurs au cas où. Exactement, mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'on puisse bien avoir l'option au bon moment. Et si on a effectivement une deadline qui est trop rigide, ça complexifie. Donc il faudrait peut-être avoir un fonds de fonds qui permette d'avoir une certaine flexibilité. Je comprends parfaitement pour les investisseurs qu'eux ont besoin d'avoir une certaine visibilité sur le délai, mais éventuellement avoir un fonds de fonds qui lui investit dans des entreprises et qui lui fait tourner ses fonds au-dessus pour donner la... Qui seraient des fonds institutionnels, voilà, autrement dit, beaucoup plus costauds, entre guillemets. Monsieur Morocco, quelque chose à ajouter sur ce point ? Non, je dirais que je rejoins parfaitement les autres intervenants. Donc, il est important qu'on puisse avoir un modèle de fonds d'investissement pour les entreprises, les petites entreprises ou les moyennes entreprises. Il est important aussi que ce type d'entreprise se mette aux normes, parce qu'on ne peut pas, on peut pas exiger que les fonds se tournent vers des entreprises qui préfèrent ou qui n'ont pas la volonté de se mettre aux normes ou qui préfèrent rester dans l'informel. Donc il y a un travail des deux, donc il y a un travail des deux parties à faire. Et je pense qu'avec ce qu'on a entendu, on a vu plusieurs types de fonds ou plusieurs structurations différentes, notamment dans le panel 1, où on avait 4 modèles différents, un qui était plus sur du long terme, un plus sur du court terme. Donc on voit que ça commence à évoluer et il faudrait que ça continue à aller dans ce sens. Merci à vous pour votre attention. Merci messieurs.